D'abord, Jean-Paul, des Traders Canada. Monsieur Paul, mes hommages. M'entendez-vous? Ça va très bien. Oui. On regarde un peu notre dernière semaine, parce que là, on se prépare pour le discours de Janet. La grosse semaine, là, Janet, là, qui, mercredi, va nous jaser de tout ça. Évidemment, on va commencer par nos données économiques. Et après ça, on a un topo aujourd'hui sur la malbouffe. Alors, peut-être que Wall Street va faire une petite indigestion avec ce qui est arrivé récemment. On va voir ça. C'est à cause du salaire horaire qui va augmenter. Voilà, ça commence par Walmart, puis les autres n'auront pas le choix dessus. Tout deviner, ça peut affecter le bas de la page, le bas de la colonne, donc ça va peut-être inquiéter Wall Street. On va voir ça dans le deuxième bloc et aussi l'angle transactionnel. C'est quoi notre position là-dessus et qu'est-ce qu'on en pense? Mais commençons par, tout seigneur, tout honneur, nos données économiques. Et évidemment, si vous avez des données plus à jour que les miennes, vous ne vous gênez pas pour me les communiquer. Bien, c'était bon, ça. C'était bon, ça, hein? Oui. Et c'est vert aussi. Ouais. Donc, sauf qu'on a révisé l'autre à la hausse un petit peu. Oui. Bon, alors, c'est ça. Mais bon, c'est moins pire quand tu revises, hein, c'est fini, fait que ça passe un peu plus inaperçu. C'est le truc de la révision. Oui, effectivement. Donc, tout ce qu'on focus, c'est sur la semaine passée, alors 289, c'était vert, évidemment. On a toujours, évidemment, notre pente descendante, mais qui, hein, on arrive au chalet peut-être, là. Alors, on a une pente de ski, là, mais là, on est sur le plat un petit peu, là. Bon, à un moment donné, on sait bien que ça ne peut pas devenir négatif, ce graphique-là, évidemment, là. Donc, il est où le fond? Bon, on semble en avoir atteint un, là. On va voir là, ce qui va arriver dans les semaines qui vont venir. Ça a eu l'effet escompté dans les marchés en pré-marché, on a eu déjà une réaction à 8h30. Les investisseurs, Wall Street a bien aimé la nouvelle et ça a lancé les marchés à la hausse toute la journée. Donc, bien heureux de ça, que les nouvelles soient bonnes. Wall Street, on sait, on va en parler tantôt, encore plus la semaine prochaine, là, mais qu'on couvre la Fed. Des destins ici, les bonnes nouvelles pour Wall Street sont bonnes, puis les mauvaises sont bonnes. Fait que c'est le fun dans ce temps-là, tout est bon. Pas haute élude les mauvaises, parce que ça n'était pas de bon. Non, vous avez bien raison, mais hein, on le dit ça aux auditeurs, puis vous me le disiez tantôt, on parlait avant l'émission, là, on a pris une petite gageure que Jeannette était pour enlever le mot impatient cette semaine. Moi, je pense qu'elle va peut-être le garder. En tout cas, c'est rare que je vais à l'encontre de vous, mais je me risque. Et parce que, dans le fond, les mauvaises nouvelles qu'on a depuis quelque temps, on voit les marchés montent, là. Ça réjoue Wall Street parce que eux autres, n'ayant pas l'information que vous avez, pensent que... Non, je fais des blagues. Je pense que Janet va dire, bon, ben là, finalement, ça va pas si bien que ça. M'a demeuré patiente encore un petit peu. Puis vous disiez aussi, il faut répéter aux auditeurs que c'est pas parce qu'ils vont enlever le mot patience qui vont augmenter les taux tout de suite, là. C'est une première étape, ça. On commence par perdre patience, puis après ça, peut-être plus tard en cours de route, on augmentera les taux. Donc, mauvaise nouvelle ici au niveau des ventes au détail, puis c'est pas le fun des ventes au détail, parce que c'est un baromètre important là, aux États-Unis. 2 tiers là, de l'économie, c'est les consommateurs. Et même chose pour les autos, hein. Ils ne sont pas rachetés non plus là-dessus. Il y avait aussi une baisse au niveau des autos, fait que c'est vraiment là, 2 strikes là, à ce niveau-là. Et on voit ici, si on regarde les graphiques, on a maintenant, c'est écoutez, les 3 derniers résultats ont été en bas de zéro, ont été négatifs. Évidemment, on voit que notre annualisé, bien évidemment, il est entraîné vers le bas. Donc, ça, comme on dit, c'est pas une bonne nouvelle, mais ça en est peut-être une pour nos tordus de Wall Street. Alors, tout est relatif dans la vie, hein? Ça dépend pour qui la nouvelle. Alors, en tout cas, regardez les marchés. On est d'accord, vous et moi, que sur le plan d'économie 101, c'est pas une bonne nouvelle. Pourtant, regardez ça, ça a monté toute la journée. C'était l'euphorie à Wall Street. C'est pas grave, la vente de détail. L'important, c'est Janet qui va probablement se calmer avec tout ça. On verra bien ça mercredi. L'indice des prix des producteurs, je l'ai laissé en orange parce que j'attends toujours votre résultat pour y donner une couleur... Pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. J'aurais pu le mettre rouge. Il n'y a pas d'inflation dedans. Il faudrait qu'il y ait rouge, peut-être pas. Là, en tout cas, un peu plus orangé que ça. Oui, c'est ça. C'est ça, voilà. Donc, effectivement... Parce que l'avez gardé bleu l'autre fois. Oui, c'est vrai. Il aurait fallu que je le change. Je me l'avais dit l'autre fois. On a besoin des couleurs sur cet indicateur-là. Mais c'est ça. Ce que vous expliquez souvent, c'est que après ma part, on serait porté de penser que les prix à la consommation qui baissent, c'est une bonne nouvelle, mais ça n'en est pas une parce que ça fait qu'il n'y a pas d'inflation. Puis pas d'inflation à long terme, c'est pas une si bonne nouvelle que ça. Trop d'inflation, c'est pas bon. Pas assez, c'est pas bon. En tout cas, voilà, c'est ça, Wall Street, ils sont jamais contents. Alors, puis l'équilibre, bien, ils ne le trouvent jamais. Fait qu'on est toujours en train d'avoir les marchés qui font ce qu'ils font. Alors, on a notre
graphique qui est pas beau non plus. Là, on le voit encore plus. Hein, on est vraiment là en territoire négatif à ce niveau-là. Et bon, cette nouvelle-là, il faut croire qu'elle a été bien comprise parce que les marchés ont chuté cette journée-là en pre-market et dès que ça a ouvert, là, on était en baisse toute la journée. Indice du sentiment du consommateur? Je pense que c'est plus celui-là qui l'a fait baisser, le marché. Ouais. Il y a deux raisons là-dedans. Puis c'est peut-être pour ça aussi qu'au mois de février, ça n'a pas été très bon. Il a fait très froid aux États-Unis. Il y a eu une perte. Il a fait extrêmement froid. Il y a eu énormément de tempêtes dans l'Est. Ici aussi. Ouais. Puis là-bas, c'est le chauffage de l'huile. Et là, ils se préparent à payer le bill du chauffage au mois de février. Donc, peut-être les gens n'ont pas dépensé. Et c'est ça qui a fait baisser l'indice de confiance en plus. Je savais qu'on comprendrait pourquoi c'est pas juste cet élément-là, d'avoir un temps plus froid qui risque d'amener donc une facture de chauffage plus grosse. Les gens ont décidé de garder l'argent pour payer leur bill. Ça a fait peur un peu à tout le monde. Ouais, voilà. C'est comme ça qu'on l'explique en tout cas. Ben là, je comprends pourquoi mon cas, une Hydro-Québec était plus cher qu'à d'habitude. Non, mais je comprends. Moi aussi, j'ai moins dépensé. Et effectivement, et en plus de ça, au niveau du froid, vous avez bien raison. En février, on a battu un record de 114 ans. Je sais que vous avez ça, l'historique, vous avez une bonne mémoire là-dessus. Record de 114 ans. Bon, on aime toujours faire des petites blagues là-dessus en disant que, bon, en théorie, la planète se réchauffe, mais en tout cas, pas ici. Peut-être ailleurs, mais pas en tout cas, la portion février. Chicago, Cleveland, Buffalo, on a enregistré des records de température à la baisse. On a eu des chutes de neige tout à fait exceptionnelles. Boston a été fermé une couple de fois. New York a eu des problèmes. Et le début de mars. Oui. Début de mars, pas tellement mieux non plus. Là. Et ça a enlevé ça beaucoup de... Ça fait bien du sens que le consommateur qui voit la facture monter ralentit ses ardeurs dans la consommation ailleurs. Et ça nous donne, par contre, regardez, quand on regarde les graphiques, ça fait 3 mois, là, qu'on vit des baisses au niveau de la confiance du consommateur. Alors, c'est assez aberrant d'avoir les marchés qui vont ce qu'ils vont pendant que de l'autre côté, il y a des nouvelles économiques qui ne sont pas bonnes. Encore une fois, on ne le répétera jamais assez souvent. Ça se peut que ça lui plaise qu'il n'y ait pas de bonnes nouvelles sur le plan économique. On voit que ça a donné, vous avez bien raison, c'est là que ça a décroché. Parce que, regardez, l'autre donnée qui est à 8h30 n'a pas eu d'impact. Mais à 9h55, ça a un impact. Et là, les marchés ont vraiment décroché. Ils sont remontés sur la fin, mais ça a été négatif. Effectivement, pointage négatif. Et regardez la semaine que ça nous a donné. Ça a donné une semaine qui a été finalement à la baisse. Heureusement qu'il y a eu jeudi, là, qu'il y a eu un bon gap, là, parce que vendredi, on a été à la baisse et on est encore à la baisse par rapport à la semaine passée. Et vous avez une autre affaire aussi. Les Américains étaient habitués d'avoir de l'essence au bas prix depuis 2009. Ils payaient 2,3 le gallon là, en moyenne le 25 janvier. Et ça a monté jusqu'à 2,44 au cours du mois de mars. Donc, il n'y a pas seulement que chez nous là, où l'essence a augmenté malgré la baisse du prix du brut. Là, même aux États-Unis, on a vu l'essence monter parce que les marges de raffinage sont très élastiques par les temps qui courent. Là. C'est vrai. Et on a pu remarquer que ça aussi, ça a joué sur le sentiment du consommateur. C'est vrai. Et là, actuellement, aujourd'hui, les marchés semblent bien se comporter. On est dans la semaine du meeting de la Fed, mais ça va très bien ce matin. Les marchés ont ouvert avec un gap. Et depuis l'ouverture, on est à la hausse. On est rendu à 17 943 points. Si on regarde ça en 15 minutes par rapport à notre semaine passée, ben ça fait qu'on a effacé les pertes de vendredi et on serait théoriquement en route là, pour peut-être rattraper ce qui a été perdu la semaine passée. Alors, il va falloir voir, évidemment, ça va tenir la route. C'est sûr que... Puis mercredi, c'est un gros meeting. Hein? C'est le meeting forecast et conférence, si je me trompe pas. Les deux. Alors, il va y avoir pas mal d'actions. Oui, je pense qu'à partir de 2 heures, là, je vous invite d'ailleurs le bulletin de nouvelles de 3 heures d'ici. Là, il va être assez intéressant. Je pense, en tout cas, après la publication de ces minutes-là, la Fed, c'est toujours intéressant, ça, puis surtout cette décision. Mon patient disparaît. Fait une pause. Yves Usereau dans un instant tout de suite. Et nous sommes de retour avec Régent-Paul. On a parlé de malbouffe un peu. Ben oui. On regardait quelques titres tout à l'heure. McDo, QSR qui est maintenant Restaurant Brands International qui contient... Je cherchais Tim Hortons, j'ai cherché longtemps. Non, mais Tim Hortons, Burger King ensemble, Wendy's et tous les autres. Voilà. Je pense qu'il y en a quelques-uns qui vont faire une indigestion bientôt. C'est ça, là. Je pense que ça se prépare. On va voir ça ensemble, là, le fameux fast-food. Bon, vous avez un petit peu tous les logos là, des plus gros joueurs dans le domaine du fast-food avec notre ami le colonel aussi. Hein? Faut pas l'oublier, lui. Sonic, un peu moins connu. Là.
ici, mais qui sont quand même les gros joueurs aux États-Unis. Alors, ben écoutez, tout ça commence par Walmart qui a surpris tout le monde. Hein. En février 2015, Walmart annonce que le salaire minimum de ses employés aux États-Unis passera à 9 $ l'heure. Bon, évidemment, c'est pas la même chose qu'ici, là, mais c'est 2 pièces de plus que le salaire minimum qui est à peu près 7,25 là-bas. Ceci pourrait avoir un impact significatif sur le marché du travail en général, car Walmart est le plus gros employeur privé aux États-Unis. C'est pas une petite affaire, là. Alors, c'est un geste qui pourrait entraîner une pression sur l'industrie du salaire minimum en général. Puis quand on parle de l'industrie du salaire minimum en général, le secteur de la restauration rapide, malbouffe, fast-food, est évidemment le gros secteur là, des employés au salaire minimum. Alors, quelques chiffres sur Walmart. Hein, juste, on sait que c'est pas petit, mais avec des chiffres, on peut apprécier encore mieux. Walmart a environ 11 000 magasins mondialement, dont 4 400 aux États-Unis, compte 2,2 millions d'employés mondialement, dont 1,3 million aux États-Unis. C'est du monde, ça. Cette augmentation de salaire représente environ 1 milliard. Ça n'a l'air de rien, mais c'est quand même difficile par le nombre d'employés que tu as. Tu me donnes un petit 2 piastres à l'heure, pas de problème. Au bout du compte, c'est 1 milliard de moins pour l'année en cours. Alors, environ 0,2 % là, de leur chiffre d'affaires annuel. Bon, quand même pas gros en pourcentage, là, mais c'est quand même un montant important. Puis, ils sont peut-être en mesure de se le payer plus que d'autres, qui sont peut-être moins en mesure, et c'est ça qu'on va voir. Alors, McDonald's et compagnie, là, et toutes les autres du même secteur, c'est un geste qui ouvre la porte à d'autres employés, évidemment, de réclamer des augmentations. Déjà... Bien, il y a eu beaucoup de manifestations l'année passée aux États-Unis, justement, par les employés de fast-food. Demande de syndicalisation. Il y a un mouvement. Alors, c'est sûr que, dans le fond, Walmart vient un petit peu jeter de l'huile sur le feu. On va voir que Walmart n'a pas tellement eu le choix non plus de faire ça. Là. Ils n'ont pas fait ça juste pour le plaisir de le faire. Là. Alors, l'important secteur du fast-food pourra en subir le contre-coup. Depuis plusieurs années, les conditions salariales de ceux-ci sont dénoncées. Vous le disiez tantôt, là, il y a eu des manifestations. C'est pas d'hier, là. Plusieurs récents mouvements de grève réclamaient un salaire minimum de 15 $. Alors ça, c'est comme 2 fois le salaire minimum actuel de 7,25 $. Alors, l'augmentation de Walmart ajoute de l'huile sur le feu. C'est le cas de dire, là, sans faire de jeu de mots. Là. Au fast-food, on sait qu'ils ont besoin de pas mal de feu, eux autres, pour cuire leurs aliments. Alors, le bas de la colonne, hein, parce que moi, je dis, oui, mais pourquoi finalement, là, c'est si important que ça? Mais toi, le fameux bas de la colonne, hein, en comptabilité, là, ça pourrait causer une augmentation importante des dépenses, parce qu'évidemment, tu augmentes des salaires, tu augmentes tes dépenses. Pour des entreprises comme McDo, Burger King, Domino, Pizza, Wendy's, ce qui pourrait affecter la ligne des profits. Parce que... Ce que j'ai de la difficulté à comprendre, c'est qu'eux sont habitués, ces compagnies-là, Burger King, Tim Hortons, Domino's, McDo, sont au niveau international. Ils sont en Europe particulièrement, où les règles du salaire minimum est pas mal plus restrictive qu'elle ne l'est aux États-Unis. Au Canada, c'est la même chose. C'est ça. Remarquez que 7,25 à 9,25, là, ça va être plus cher, si on le compare en devise canadienne, que notre salaire minimum à nous. C'est vrai. Ça va être un petit peu plus cher pour eux. Mais quand même, ils sont habitués à ce genre de choses-là. C'est vrai. Alors, seulement pourquoi il y a tout un plat. Hein, c'est peut-être Wall Street qui en fait ça plus que les entreprises, je pense. Effectivement. Il faut dire aussi que tantôt, les chiffres, il y avait 2,2 millions d'employés Walmart, mais la moitié sont aux États-Unis. Fait que c'est sûr que c'est un gros morceau aussi. Le reste est réparti un peu partout sur la planète. Puis dans le 1,3, il n'y a pas la moitié qui va avoir cette rémunération aussi là. Sauf dans les cadres, les petits employés. Vous avez raison, c'est dans le fond... C'est très ciblé, là. C'est vrai, c'est vrai. Puis à l'international, vous dites... Bon, en Europe et ici, ils sont habitués à ça. Par contre, sans être mauvaise langue... C'est vrai qu'en Russie ou en Chine... Ça, j'étais pour dire. Disons que là, l'écart doit être terrible entre 9 piastres et le salaire minimum qu'ils versent là-bas. PFK fait ses choux gras là-bas, d'ailleurs. Probablement. Donc, et ça, bien, ça va affecter la ligne des profits. Puis Wall Street, la ligne des profits, regarde, c'est sacré. Quand tu touches à ça, ils n'aiment pas ça. Ça les énerve. Les franchisés, c'est là probablement que ça se complique. Les franchisés, dans le cas de McDonald's, comme bien d'autres, ils ont tout un peu cette formule-là, là, comme plusieurs de ses compétiteurs, opèrent sur un modèle d'affaires de franchiseurs, la plupart, McDonald's et les autres. Il y a plus de 14 000, un exemple, McDonald's, là, il y a plus de 14 000 succursales aux États-Unis, dont plus de 90 % sont opérés par des franchisés indépendants. C'est pas le problème de Walmart. Alors, beau casse-tête en vue, si McDonald's décidait d'augmenter ses employés qui ne représentent qu'une minorité de l'entité. McDonald's dit, OK, mais maintenant, moi, je suis ça. Mais c'est pour les employés du siège social. Ça ne représente pas grand-chose. Mais qui va se ramasser avec les problèmes? Les franchisés. Alors, les franchisés porteraient le fardeau.
Ils se plaignent déjà des marges bénéficiaires. En ce moment, les franchises se plaignent des marges bénéficiaires qui sont en baisse constante dû à des coûts d'opération constamment en hausse et qui viennent en grande partie là, des coûts imposés par le franchiseur. Alors, imaginez qu'ils vont se retrouver peut-être avec l'odieux d'augmenter les salaires minimums. Donc, évidemment que sans faire augmenter les prix dus aux ventes, qui sont en décroissance, parce qu'ils se font augmenter les dépenses, mais ils disent, écoute, on ne peut pas augmenter au comptoir, la compétition est forte. Mais là, on va augmenter les salaires des employés, ça va se compliquer un petit peu, là. Donc, McDonald's, depuis plusieurs trimestres, a de la difficulté à dépasser les attentes au niveau des profits. Hein. Déjà, là, ça n'allait pas bien. Ouais, et depuis qu'avant... C'est pas de la faute des employés. Non, mais... C'est juste les produits. Ça fait bien raison. Mais là, ils vont se ramasser avec probablement des hausses across the board, puis qui vont faire un petit peu chialer les franchisés. Alors, entre le bois et l'Écosse, hein, entre l'arbre et l'Écosse, les franchisés pourraient se tourner contre leurs franchiseurs, pourraient exiger des conditions plus favorables pour faire face à cette nouvelle réalité. Alors, vous voyez que c'est tout un effet domino là, qui va se créer. La rentabilité des entreprises du domaine en serait affectée, ce qui reflèterait évidemment dans les prix en bourse, hein, parce qu'évidemment, si tu affectes le rendement de l'entreprise, c'est les prix en bourse qui vont en subir des contre-coups. Avec l'eau au pied du mur, Walmart n'a pas fait ça là, nécessairement pour les beaux jeux de tout le monde. Là. Dans les faits, Walmart n'avait pas vraiment le choix d'améliorer les salaires. Le marché du travail s'améliore aux États-Unis, puis les employés ont maintenant de meilleures opportunités ailleurs. Alors, sans compter que la syndicalisation qui frappe à la porte de plus en plus. Alors, c'est sûr qu'il n'y avait pas le choix là, de donner un coup là, pour augmenter les salaires. Il faut bassin de rétention. Il faut que tu sois capable de les retenir, les employés, parce que ça quittait. Les tourniquets, ça ne servaient pas rien pour les clients. On ne s'est pas parlé avant. Regardez, c'est le dernier paragraphe. Le taux de rotation de 49 pour les moins de 25 ans en 2014 aux États-Unis a causé des dépenses énormes en RH, parce que ça cause aussi des dépenses en RH. Il faut que tu réentraînes, ces gens-là. Oui, tu réentraînes des embauches, ainsi de suite. Donc, c'est pas donné tout ça, là. Alors, la bataille pour la rétention, regardez, puis on ne s'est pas parlé avant l'émission, là, ce taux de rotation pèse lourd sur les franchisés. Donc, ceux-ci ont intérêt à essayer de retenir leurs employés, comme je disais tantôt, mais retenir, ça coûte de l'argent aussi, là. Pour rester compétitif, le secteur du fast-food devrait se conformer à de meilleures conditions salariales. Ça va entraîner évidemment des augmentations de prix qui vont avoir un effet sur les ventes, puis ainsi de suite. Donc, c'est une situation combinée à des sommets historiques en bourse, dans bien des cas, on va le voir, là. Pour plusieurs, là, ça pourrait déclencher d'importantes corrections à court terme sur ces titres-là. Ça pourrait en inciter plusieurs à prendre des profits. Hein, parce qu'évidemment, quand on entend ça, Wall Street, on commence à dire, oups, on prend des profits tout de suite. Et fait sortir du placard les vendeurs à découvert, hein, vos amis les hedge funds, là, qui vont peut-être s'en donner à cœur joie. Donc, la combinaison de tous ces éléments, CEO pourrait bien en faire mal digérer quelques-uns. Voici quelques graphiques. Regardez, McDonald's sont quand même à 100 $ depuis un bon bout de temps. Ouais. Puis, c'est un graphique mensuel, ça fait plusieurs années, là. Ils ont de la misère à passer ce niveau-là. Puis là, avec cette nouvelle-là, ça va être encore plus dur. Regardez Wendy's, très belle percée, très belle montée. Est-ce que ça va être ralenti? Sonic, écoutez, un sommet de tous les temps. La plupart là-dedans sont tous à des sommets de tous les temps. Regardez Domino, même chose, sommet de tous les temps aussi. On arrive à Pizza, Papa John's, même affaire. Ils ont battu des records là, à tous les niveaux. Et Yum, même chose là aussi, sommet de tous les temps. On est en train de se sortir du trouble qu'il y avait en Chine, là. Oui, effectivement. J'ai souvent tendance à oublier que c'est Pizza Hut, mais c'est aussi poulet frit Kentucky. C'est gros, c'est très gros. Là où on voit peut-être les premiers signes d'un ralentissement, d'un renversement, c'est le fameux QSR, qui est dans le fond là, la chaîne Tim Hortons Burger King. On voit là qu'on est ici en graphique quotidien. On a eu un avalement baissier très fort il y a de ça à peu près une semaine ou deux. On le voit en semaine, même chose aussi, très baissier. Donc, c'est peut-être à ce niveau-là là, que ça va jouer. Et nous, dans les circonstances, on est bear là-dessus. Ah, bon, ben OK. On se le dit. Voilà. Ben, merci beaucoup. On va revenir dans un instant. On répond à vos questions avec Yves. Et M. Paul, tout de suite. Yves Usereau, avec Jean-Paul qui sont de retour donc pour regarder ce qui se passe avec les questions que vous nous avez posées. Première question qui nous vient de Dominique de Montréal. Pourrais-je savoir si vous considérez un bon prix d'entrée pour ABX, donc Barrick Gold, si c'est un bon titre maintenant à acheter? Mettons qu'il se fait varloper depuis un bout. Peut-être commencer au niveau... avant de regarder le niveau technique, à regarder le fondamental, c'est pas très bon là, par les temps qu'il faut.
Barrick, François, c'est malheureux, mais ils ont eu une série de mésaventures depuis peut-être 15 ans, honnêtement. Eux, ils ont été très... On sait, Barrick, encore aujourd'hui, c'est le plus gros producteur sur la planète aurifère. Dans les années 80, c'est une petite compagnie de rien qui avait commencé. Puis, ils s'étaient mis, si on veut, à hedger leur production. Puis, avec le temps, c'était devenu très, très gros. À l'époque, ça avait été un bon pari, jusqu'au point que dans les années 2000, ils avaient un book extrêmement élevé, si on veut, qu'on avait vendu d'avance la production future, ça, c'est un gros risque. Ça nous a coûté en deux reprises, on pourrait dire, pour racheter, si on veut, ce hedge-là. Ça a coûté environ 10 milliards, qui a détruit, si on veut, la profitabilité là, des 10-15 dernières années précédemment. Ça, c'est pas tout. Il y a peut-être, je vous dirais, quasiment une dizaine de projets, un après l'autre, un derrière l'autre. Comme tantôt, on parlait, le projet en Zambie, là, récemment, ce qui est une mine de cuivre, dont le gouvernement a mis une royauté de 6 à 20 sur les revenus bruts, ce qui est quand même énorme. Mais là, Barrick a tout simplement dit, on ferme tout. Et puis, il y a beaucoup d'autres projets. On sait le projet au Chili, là, Chili-Argentine, la grosse mine, qui a coûté 8 à 9 milliards, qui est une perte sèche, et beaucoup d'autres qu'on ne parle pas ici. Tout ça pour dire que même on a changé, on a fait du ménage dans la direction et tout ça, mais il reste que cette suite de mésaventures-là, ça pèse très lourd. Là, ils ont de la dette très, très solide, si on veut, dans la compagnie. En plus, l'autre élément, François, qui est un élément mathématique, c'est que Barrick, il y a quelques années, produisait 8 millions d'onces par année. Mathématiquement, la planète, actuellement, elle ne découvre même pas ça par année. C'est-à-dire qu'il y a un problème mathématique. C'est impossible à maintenir une production comme ça, tout simplement. Donc, Barrick est une compagnie qu'ils ne peuvent pas faire une production en croissance à long terme. C'est mathématiquement impossible. Fait que c'est un pari très, 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 très difficile, même si c'est un titre populaire. Mais je vous dirais, les gens devraient peut-être plus regarder dans des compagnies qui ont cette capacité-là de faire une croissance. Puis je vous dirais, peut-être ceux qui sont les moins risqués, qui sont dans les royautés, comme les Franco-Nevada et tout ça, et même au Cisco. Et je lisais ce matin sur Forbes que pour savoir ce qu'on fait avec ABX, donc Barrick Gold, un put, un call, avec un strike 9,50 pour le mois de mai. Je m'en allais dire, c'est peut-être... C'est ça, c'est peut-être la meilleure stratégie avec les options. Effectivement, écoutez, techniquement, c'est pas plus beau que fondamentalement. Et je me souviens, tu disais tantôt, Yves, le fameux rachat de leur hedge à l'époque, ça avait été controversé. Je pense qu'il était hedgé à 800, puis l'autre rendu à 1000 ou 1100. Ils avaient racheté. Évidemment, à ce moment-là, c'était intelligent parce que là, ils étaient ralentis par leur hedge. Ils ont eu une période où ça avait la peine de monter jusqu'à 2000 $. Sauf que là, quand tu regardes maintenant la descente aux enfers, bien, c'est bien évident que ce 10 milliards-là qu'ils avaient utilisé, c'est de la grosse argent, là. Puis là, probablement qu'ils en payent le prix aujourd'hui. Alors, techniquement parlant, et ça va avec l'or aussi, là. Hein? L'or descend actuellement, bien que c'est pire, là, si on compare ça. Il y a un des pays du secteur quand même. Effectivement. Pour un major, il n'aurait pas dû baisser de 80 comme il a fait. Non. Parce que les autres, Goldcorp n'a pas fait comme ça, là. Non, effectivement. Et donc, à la question, puis là, regardez, à la question de l'auditeur, c'est un bon temps pour acheter. Moi, non. Oui, il y avait une stratégie de straddle. Encore là, straddle, c'est bon, mais il faut que ça bouge, parce qu'il faut que ça bouge assez pour payer tes deux primes. Et je dirais, si l'auditeur veut vraiment savoir quand est-ce qu'il va y avoir un signal d'achat, bien, il y a un rectangle ici, là, en semaine. Si on sort du rectangle vers le haut, là, ça veut dire à peu près 13,50, bien, ça pourrait être un achat. Mais il pourrait aussi sortir vers le bas, même à ces niveaux-là, puis là, on s'en irait sur une vente de découvert. De là, l'idée peut-être du straddle, mais il faut bien analyser ça. Volatilité, le coût des primes, tout prendre ça en compte, mais probablement que ça serait la meilleure stratégie. Donc, il n'y a pas, regardez, on a le même rectangle en jour. On est à côté sur le creux. Peut-être que c'est une bonne nouvelle, peut-être rebondir de là, mais autrement, c'est pas un achat. Parce que je regardais justement ABX là, par rapport à ses pairs. Donc, il faut le comparer au secteur des matériaux de base. Là. Matériaux de base, depuis 5 ans, moins 20 eux, moins 55 Là, on voit là, que c'est eux qui ont mis de la pression pas mal, ces matériaux de base, entre autres. Mais bien sûr que les autres aurifères, ils ont eu de la misère. Le secteur, dans le fond, aurifère, François, c'est que, je vous dirais, il faut surveiller, on pourrait dire, la fusée du dollar américain, le phénomène qui est là en feu, je vous dirais, ça fait très, très mal à tout le secteur, puis tout le complexe même des matières premières, incluant les devises des pays qui produisent des matières. Fait que tant que cette montée-là n'est pas terminée, ils ont du plomb dans l'aile actuellement. On le voit, là, regardez, GLD est dans la descente aussi, mais beaucoup moins que Barrick. Bon, excellent. On va y aller avec une autre analyse qui nous vient de Michel. Michel nous avait demandé ABX aussi. Alors,
on fait d'une pierre deux coups, mais il y avait deux autres titres. Surtout aujourd'hui avec SNC-Lavalin, avec toutes les nouvelles qui sont en train de se passer, l'enquête préliminaire avec l'ancien président du M, il y a les deux frères. En tout cas, il y en a 7 qui m'ont passé au toaster aujourd'hui dans l'enquête préliminaire. Puis il en reste un, c'est Arthur Porter, qui malheureusement est encore dans le sud. Lui, il se fait griller à Quen. Puis sa femme, elle, est là pour 3 ans. Elle est à l'ombre. Il fait froid ici. Oui, il fait plus froid. Mais SNC-Lavalin, on va peut-être le regarder au niveau technique, là, d'autant plus qu'aujourd'hui, ben là, ils perdent un peu, là, parce qu'ils ont perdu le président du conseil d'administration aujourd'hui, Yann Bourne. Bon, des nouvelles en temps réel. Écoutez, c'est tough analyser SNC-Lavalin, parce que au-delà du graphique puis du fondamental qu'on va tantôt, il y a l'aspect qualitatif de la chose, évidemment, là, ça, de nouvelle en nouvelle, là, ils savent plus trop. Il y a même des rumeurs, que Gato Smith tout fermer ses sites puis s'en aller opérer ailleurs, là. À un moment donné, quand t'es rendu personnel grata chez vous, déménager. Mais graphiquement parlant, par contre, je vous dirais, en mensuel, on est sur un support actuellement, avec une petite tentative de remontée. Donc, peut-être qu'il peut y avoir une remontée de ce côté-là. Si on se met en semaine, même chose, on voit ce fameux support-là là, aux environs de 35. Mais c'est facile pour SNC de briser des supports par les temps creux. Il s'agit d'une autre mauvaise nouvelle, puis le plancher vient de défoncer. Alors, ça pourrait être un cas de straddle, soit dit en passant. Là. Ah oui? Mais oui, mais les options canadiennes, c'est un autre game, là. Mais ça pourrait être un cas de straddle. Autrement, je ne sauterais pas, mais je ne serais pas acheteur dessus. Moi, ce que j'ai vu, François, dans les chiffres, actuellement, SNC, il n'est pas si cher que ça. Moi, je l'ai vu environ peut-être à 9 fois au niveau la profitabilité. Il était à 21 fois là, au top, au sommet qu'on a eu là, plusieurs mois. Et là, les multiples d'évaluation ont fortement baissé avec, on pourrait dire, des nuages un petit peu qui sont arrivés. On sait qu'il y a beaucoup les commandes. On sait que SNC aussi, on a beaucoup de commandes dans le secteur. Des ressources, des fois des projets, des infrastructures, des choses comme ça, l'ingénierie. Et actuellement, le carnet de commandes, moi, c'est un petit peu ma perception. J'ai comme l'impression que le marché anticipe que les commandes pourront peut-être un petit peu se tarir. Et l'autre élément, c'est que les guidance de la compagnie ont drastiquement baissé là, récemment. Ils prévoyaient environ 2,10 qui vont dire qu'il va tomber aux alentours de 1,45. C'est quand même 25 de baisse selon. Puis ça, je pense que le marché a vraiment pas aimé ça. Mais actuellement, le titre n'est pas cher, mais il n'y a rien qui dit que le carnet de commandes, là, il y a un environnement qui fait que ça va se raplomber, malheureusement. Parce qu'on parle beaucoup du QG, mais il y a d'autres choses aussi. Il y a l'histoire de Libye. Ils ont perdu des contrats en Asie pour malversation. Ils vont en sortir d'autres. C'est ce qu'il y a. Oui, c'est ça. J'espère que là, le ménage est fait. Je sais que M. Carr, lui, a décidé de faire le ménage à l'époque avec Yann Bourne. Là, la question est de savoir qu'est-ce qui s'est passé avec le président du conseil d'administration. Il n'y a personne qui le sait. Et c'est plate parce que, tu sais, je disais à un moment donné que il y a l'entreprise et les individus. C'est une poignée d'individus en théorie là, qui se sont mal conduits, mais c'est l'entreprise qui écope. Il y a des gens, la part des employés là-dedans, c'est tous des gens, des travailleurs honnêtes et tout ça, mais c'est toujours le problème, c'est que l'entreprise écope, évidemment, de ce que la poignée d'individus a fait. Il n'attend pas à la prochaine réunion. Là. Il part là. Il part là. En plus, ça veut dire, habituellement, là, c'est pas une bonne nouvelle. D'habitude, tu fais l'émission. Bon, l'autre CGI, là, c'est une autre histoire. Là. Ah, ben oui. CGI, ben là. C'est une belle aventure. GBA. Ça monte. Écoutez, pas grand-chose à dire, ça n'arrête pas de monter. Ça a été difficile, hein? Ça a pris du temps avant que ça décolle, le CGI. Regardez, là, on regarde ça ici, là. On a eu des mouvements de côté longtemps. Si on recule dans le temps, écoutez, 2007 là, jusqu'en 2010, et même si on recule avant ça, ça bougeait pas. D'un coup, ça a décollé. Il y a eu l'aventure, à un moment donné, là, des Américains cherchaient un bouc émissaire pour la ratée informatique de l'Obamacare, puis on l'a blâmé CGI, mais finalement, le monde a compris que c'était peut-être pas ça. Oui, parce qu'ils enseignent pas mal des contrats encore à la défense américaine. C'est ça. Et depuis ce temps-là, ça n'arrête pas de monter. Donc, écoutez, c'est beau, CGI. Il nous fait, lui, une croissance de 29 annuellement. Et bien sûr... Sur le titre? Sur le titre, depuis 5 ans. 29 en moyenne. 244 de retour. Si vous aviez investi 100 vous auriez 244,40 aujourd'hui, il y a 5 ans. Imaginez-vous. Mais les chiffres fondamentaux, François, ils ne grossissent pas à cette même cadence-là. Parce que la croissance interne, là, on parle de 3 à 5 là. Fait que, évidemment, ils ont fait beaucoup d'acquisitions dans les dernières années, fait qu'ils sont capables de grossir un plus que ça. Mais les acquisitions, il n'y a pas de lunch gratuit. Là. On doit les payer, soit en dilution ou en dette. Il reste que peut-être que le titre... Là, l'évaluation, on est à 17 fois les profits que j'ai vus, peut-être 16 fois, 15,5 peut-être l'année prochaine. C'est quand même correct, OK, mais c'est quand même pas une aubaine. On n'est pas à 10
fois, mais dans un contexte qu'ils ont quand même des chiffres assez stables. Je pense qu'ils ont beaucoup de contrats et tout ça. Donc, les revenus sont stables, la profitabilité est assez stable. Fait que les gens aiment ça. Le titre, la tendance, c'est ça qu'on nous montre aussi. 3 fois valeur au livre, avec 2,78 de bénéfices nets par action, ils réussissent à générer 3,22 de flux de trésorerie. C'est quand même... Du bon cash, ça. Ils sont dans une lancée. Puis vous, techniquement, techniquement, c'est très beau. Écoutez, ça monte sans cesse. Mais là, on est dans une configuration haussière en ce moment-là. Si on perce le 56 on pourrait avoir encore une autre hausse de facilement 3-4 points. Je ne sais pas jusqu'à quelle mesure la devise canadienne l'aide un peu. Est-ce que ça l'aide, d'après toi? Il faudrait plus analyser à savoir, dans le fond, les contrats, parce qu'on a des contrats internationaux. Exportent beaucoup, ça dépend aussi en quoi les contrats sont libellés. Honnêtement, je n'ai pas la réponse, mais ça doit aider. Ça a un effet. Parce que des fois, ils sont comme hedgés. Si les contrats sont en US, mais évidemment, le US qui monte, on parle de 20-25 %. Ceux qui reçoivent des revenus en US, puis ils payent des salariés en dollars canadiens, bien là, les marges viennent d'exploser. C'est peut-être ça qui est en l'air de ça. Ça ferait peut-être du sens. Parce qu'ils signent pas mal de contrats par les temps qui courent aux États-Unis. Là, tu vois, regarde Virginia State, il y a 2 semaines à peine, c'était le dernier gros contrat, 32,5 millions pour moderniser leur système informatique. Il y en a signé avec la Défense. Canadien, ça fait bien de l'argent. Ça fait bien du monde, ça. Là. Bon, bien, très bien. Donc, dans les deux, ce serait CGI, bien sûr. Mais là, est-ce qu'il est trop tard pour embarquer dedans? C'est ça la grosse question. Techniquement parlant, il faudrait attendre de dépasser 56 mais à partir de là, il ne serait pas trop tard. Pas là, mais il faudrait attendre de dépasser. Le consensus est à 54, on est dépassé. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je dis qu'il faut qu'il passe 56 pour un nouveau signal. Bon, OK. Prochaine question. C'est Christian de Québec qui nous écrit veut avoir notre avis sur Cypher Pharma, une entreprise que je connaissais ni d'Ève ni d'Adam à partir de ce matin. C'est CPH, donc à la Bourse de Toronto. Une entreprise, on voit dans les dernières semaines, ça a été dur. Là. Oui, bien ça, ici on est en mois, là, vous avez bien raison. Regardez, ça a bien fonctionné à un moment donné. En 2012, on est parti quasiment de zéro, là, ou à peu près, là, puis on a monté jusqu'à 20 Écoutez, c'est quand même spectaculaire. Mais là, si on est en mois, là, alors on a eu un mois négatif qui a complètement effacé le mois précédent, puis on est encore dans un mois négatif. Fait que là, c'est pas le temps de l'acheter, ça c'est certain. Et si on se fait à ce qu'on voit, il y a une descente, là, il y a une baisse qui serait amorcée. Donc, pour vraiment faire, même en jour, la même chose, là, on est sur un support critique. Là, si on dépasse le 13,50, là, on pourrait avoir une glissade encore vers le bas. Donc, c'est pas le temps d'acheter, en tout cas, du point de vue technique. Fondamental, je ne sais pas, mais technique. Bien, la compagnie, François, elle a comme un bon retour. Il y a des marges très élevées là, dans ce domaine-là. Ils ont un rendement sur la voie de 40 %, ce qui est excellent. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est un peu la croissance un peu de ça, parce que je n'ai pas pu vérifier à savoir si est-ce que c'est un produit en particulier ou est-ce qu'il y a une croissance un peu dans ces produits-là au niveau des ventes ou du développement. On est à 18 fois les profits, 21 l'année prochaine. Là, il semble y avoir peut-être un petit peu un plafonnement au niveau des revenus. Fait que c'est peut-être ça que là, les multiples, là, ils sont en train un petit peu de dégonfler actuellement. Bien, c'est eux autres qui, eux, faisaient la distribution, en tout cas, du Lipofed. C'est une autre façon de vendre du Tramadol, qui est un médicament extrêmement populaire là, aux États-Unis. Est-ce que ce médicament-là peut expliquer strictement ce qui est en train de se passer? En tout cas, les analystes semblent assez confiants de leur côté. Bien, c'est déjà fini. Ça passe vite. Merci beaucoup, Yves. Merci beaucoup, Jean-Paul. Et on vous dit à demain, tout le monde. Au revoir.